il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'aimerais ça qu'il n'y ait personne qui meure du coronavirus au Québec, mais je pense que ça serait un pari excessivement difficile à tenir. 3 habitaient dans le même CHSLD dans l'Anaudière, là où le premier décès s'est produit. La COVID-19 a fait plus de 800 000 morts, infecté 23 millions de personnes à travers le monde. Le nombre de décès a doublé depuis le début juin. Mais d'abord, cette augmentation des cas de COVID-19 partout sur la planète continue de susciter beaucoup d'inquiétudes. Le coronavirus pourrait toucher plus de 30 % des Québécois. Il y a des scénarios qui parlent d'un taux d'attaque d'à peu près 30 % de la population, pouvant aller jusqu'à 70. On entre dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement comme société face à ce phénomène? J'ai fait un conseil des ministres pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Et c'est une première, Paul, dans l'histoire du Québec de décréter ces mesures extraordinaires, l'état d'urgence sanitaire. On compare ces mesures aux mesures de guerre, mais pour le secteur de la santé. On rapporte que les scénarios d'isolement de régions entières du Québec est de plus en plus probable. Autant que possible, restez chez vous. À partir de maintenant, c'est clair qu'on va contraindre des personnes qui ne respectent pas les consignes. Alors on le constate, les temps ont changé, l'intensité de la crise est sans précédent. Ça se voit maintenant dans les mesures que prennent les différents corps policiers. On ne sait pas quand on va atteindre le pic. Est-ce que ça sera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois? Québec vient de l'imposer dans les lieux publics fermés. On commence tranquillement à s'y habituer et il va falloir parce que la normalité telle qu'on l'a connue ne reviendra pas de sitôt. Nous nous préparons pour une deuxième vague qui pourrait frapper très fort. Et puis voilà que le Canada signe ses premières ententes avec des fournisseurs pour l'éventuel vaccin de COVID-19. Si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions. À la mi-mars 2020, suite à la déclaration de l'état de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement du Québec impose un confinement graduel de la population. Les commerces considérés non essentiels reçoivent l'ordre de fermer leurs portes pour une durée indéterminée et les voyages considérés non essentiels sont éventuellement bloqués par des barrages routiers entre les régions. Bien que les différentes mesures de confinement concernent l'ensemble de la population, certaines personnes plus vulnérables sont particulièrement affectées par les conséquences secondaires de la gestion sanitaire. Sur les médias sociaux, plusieurs témoignages touchants se démarquent et soulèvent des questionnements. Dans la foulée de ces événements inédits, l'idée de répertorier quelques témoignages émerge. Je m'appelle Joël Hamel, du mouvement Appel à la liberté, et je suis parti à la recherche de citoyens et citoyennes voulant se confier à propos de leur expérience en ces temps incertains. Un appel a été lancé via notre page Facebook, et en peu de temps, 12 femmes se sont proposées avec différentes histoires et perspectives personnelles sur la situation. Aucun homme ne s'est manifesté. Peut-être plus frileux à l'idée de se faire critiquer ou de risquer leur travail, les hommes ne sont malheureusement pas représentés dans cette compilation de témoignages. Ce n'est pas intentionnel. Ceci dit, je crois qu'il convient de souligner le courage qui se cache derrière chacun des témoignages que nous avons recueillis. Depuis les événements qui ont eu lieu avec le COVID, les gens qui ont été confinés, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la détresse psychologique que je vois de plus en plus chez les gens. Puis ça, ça n'a pas de sens. On est fait pour être en société. Les humains, on a besoin de contact. Puis pas juste du contact verbal, on a besoin de se regarder dans les yeux, se voir le visage, se voir sourire, se toucher. Puis on enlève tout ça à tout le monde. J'ai été assistante infirmière-chef 6 ans en CHSLD. On avait une aile de soins palliatifs avec ça. T'sais, ça fait longtemps que nous autres, on dénonce en CHSLD le manque de personnel, le manque de matériel, le manque de soins. C'est pas d'hier, là. Quand j'ai travaillé en CHSLD, on avait des éclosions d'influenza, de gastro. Puis je me rappelle de courir d'un étage à l'autre parce qu'on manquait de matériel, autant les blouses, tout ça pour protéger tout le monde. On manquait de matériel déjà il y a bien des années. Puis je le disais, écoutez, à un moment donné, il va arriver de quoi?
Puis on va l'avoir d'en face, là. Tu sais, les personnes âgées sont les plus vulnérables en CHSLD parce que c'est pas juste qu'ils sont âgés, c'est qu'ils ont plein de comorbidités avec ça, ils ont plein de problèmes de santé. Puis les 6 ans que j'ai été là, bien, les gens qui rentraient sont de plus en plus hypothéqués. Fait que, tu sais, à quelque part, de faire comme s'ils ne comprennent pas comment ça s'est arrivé, ça n'a comme pas de sens. Puis, tu sais, de les empêcher de voir les personnes qui aiment, d'avoir coupé tout contact. Tu sais, tu as des personnes Alzheimer qui ils ont besoin de voir du monde, ils ont besoin de contact humain. Puis ça, pour moi, c'est désolant, là. J'ai un monsieur qui m'a appelé, justement, il attendait une chirurgie au niveau biliaire. Tu sais, il dit, je vais attendre quoi, là? Il dit, moi, je vomis à tous les jours. Il dit, j'ai tout le temps mal au cœur. Je suis plus capable de manger. Je perds du poids comme ça se peut pas. J'ai le temps de mourir avant qu'on me traite, là. J'ai juste le feeling, tu sais, de ce qui s'en vient avec les nouveaux vaccins. Premièrement, un vaccin, ça prend beaucoup de temps à être élaboré. Puis là, on est supposé d'amener ça bien vite. Je comprends pas, là. Puis on a un code de déontologie, on a un ordre professionnel. Puis oui, ça nous... Puis ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas tout seul. Là, il y a le Collège des médecins aussi, ils ont un ordre professionnel. C'est pour ça que probablement, tu as de la difficulté à avoir des gens qui veulent dire des choses. Être infirmière, pour moi, on dirait que là, je me sens confrontée constamment à mes valeurs à moi. C'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Le confinement durant la pandémie de coronavirus laisse des séquelles importantes. La pandémie ne va pas améliorer la santé mentale de la plupart des gens. Le contexte inhabituel en cette période de pandémie entraîne une hausse des nouveaux cas de détresse psychologique. Certains services d'aide au Bas-Saint-Laurent observent une augmentation d'environ 25 % de leur clientèle. À Québec, les infirmières qui se démènent depuis plus de 2 mois en raison de cette pandémie ont manifesté leur colère. Marc-André, elles ne digèrent pas les décrets imposés par Québec, dont celui qui limite les vacances. Les travailleurs du secteur de la santé se trouvent en première ligne et on le comprend, plusieurs vivent des heures d'angoisse. Clairement, ils vivent beaucoup de stress et les psychologues recommandent d'ailleurs à ceux et celles qui sont au front actuellement de parler de ce qu'ils vivent. En parler, oui, mais à quel prix? Une semaine après la parution de la bande-annonce de Covidence, qui incluait 2 de ses courtes interventions, Liane a reçu un appel du syndic de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Au bout du fil, une femme lui dit d'une voix tremblante que de nombreuses plaintes ont été reçues à son égard et que l'association de son titre à un projet du groupe Appel à la liberté représentait une offense au code de déontologie de sa profession. Liane a été invitée à se retirer du projet ou à devoir démissionner de son employeur et renoncer à son titre au niveau du registre du tableau de l'ordre. Après 17 années à titre d'infirmière, incluant 6 ans en tant qu'assistante infirmière-chef en CHSLD, cette nouvelle met en lumière la fragilité de nos équipes professionnelles et la censure bien présente de la part de certains ordres professionnels au Québec. Quand même ironique de découvrir sur le site de l'OIIQ que l'intégrité est la première valeur listée au Code de déontologie de la profession. Alors à tous ceux qui sont bien accrochés à cette vision d'un Québec où la liberté d'expression est un droit fondamental inaliénable, il pourrait convenir de nuancer votre version des faits. Liane, quant à elle, dit n'avoir absolument rien à se reprocher dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Allons maintenant du côté des CHSLD. L'histoire de ma grand-mère, c'était une femme très joviale, très enjouée. Toutes les préposés aux bénéficiaires, les infirmières l'aimaient beaucoup. Elle avait de la visite à tous les jours de tout le monde dans la famille parce qu'elle était comme ça elle-même. C'était vraiment une femme exceptionnelle. Puis, du jour au lendemain, on a entendu la vague de COVID. Puis, c'est sûr, on était tous apeurés. On avait tous peur. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Moi, autant pour ma famille, mes enfants, mon conjoint, ma mère qui est immunosupprimée. Donc, c'était tout ça aussi. C'était un grand stress. On a eu une nouvelle aussi par téléphone que ma grand-mère était atteinte finalement de ce fameux COVID par son infirmière. Donc, là, on était dans l'attente, on était dans l'insécurité. On ne savait pas trop ce qui se passait pour finalement recevoir un appel de sa part. Elle nous a dit elle-même, « Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? J'ai juste un mal de gorge. » Mais en fait, elle n'était pas à l'hôpital, elle était au 4e étage. C'était l'étage COVID qu'elle appelait, l'étage chaud. Il y avait
plus beaucoup de préposés parce qu'il y en avait beaucoup en arrêt, beaucoup d'infirmières qui étaient aussi en arrêt à cause du COVID. Mais il n'y avait rien d'inquiétant pour ma grand-mère. Elle pétait le feu, elle était en forme, elle nous appelait encore. Puis à un moment donné, plus de nouvelles. Ce qui nous disait, le médecin n'est pas là, le médecin est plus loin, il n'y a pas le temps. Madame, il y a beaucoup de monde ici, on n'a pas le temps de vous parler, puis tout ça. Puis là, on peut-tu avoir des nouvelles de notre grand-mère? C'est juste ça qu'on demande. On peut savoir si ça va bien. Puis, à un moment donné, ils nous ont dit, ben là, elle refuse de manger. Elle veut pas s'hydrater, elle veut plus boire. On peut pas la forcer non plus. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'entamer des démarches pour être aidant naturel. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement a plié pour que les aidants naturels puissent accéder. Donc, ma cousine, elle a tout de suite signé les papiers, tout s'est fait, mais les démarches étaient très longues. Ils repoussaient, ils n'envoyaient pas le papier, ça a été du niaisage de tout au tout. Puis, finalement, quand ça s'est fait, ma grand-mère avait déjà signé un papier qui disait qu'elle voulait quitter. En fait, ils nous l'ont dit une fois que c'était fait. C'est pour ça que là, ils nous ont dit, vous avez le droit de venir la visiter, une personne aux 4 heures, à partir de ce moment-là. Donc, une fois qu'elle avait dit, c'est fini, là, on avait le droit de venir. Ma famille, habituellement, c'était les premiers qui allaient tous les jours, puis ils s'assuraient que tout se passait bien, que les soins étaient faits. Mais là, il n'y avait plus personne. Elle voulait quitter parce qu'elle ne voulait pas vivre comme ça. Elle voulait pas continuer dans des circonstances comme ça. On ne savait pas combien de temps ça va durer. Puis pour elle, dans un endroit comme ça, à 93 ans, bien, c'est une éternité. Mais c'est juste à ce moment-là qu'on a pu y aller. Et on pouvait juste seulement y aller une personne aux 3-4 heures. Seulement 2 personnes ont pu y aller. Et le lendemain, déjà, mon père s'en allait pour la voir et il n'a pas pu se rendre. Ils l'ont appelé. Puis ils lui ont annoncé son décès. Finalement, il a dit, ben là, il va falloir la marquer décédée comme COVID, puisque dans l'étage, tout le monde il y avait des cas de COVID ici. Là. Donc, elle doit être mentionnée décédée du COVID. Puis après, ils lui ont dit qu'elle devait être incinérée. Mais ma tante a bien signifié que c'était contre sa volonté. Il y a quelqu'un qui va venir chercher sa dépouille et ils vont l'incinérer. Et vous allez pouvoir venir récupérer les cendres. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on a dû faire. Je sais qu'elle nous aimait. Je sais qu'elle sait qu'on l'aimait aussi. Puis qu'on était présents malgré tout. Mais on a tout essayé. On n'a jamais pu accéder à la bâtisse. Pour moi, c'est révoltant de voir ma grand-mère qui a eu le cœur ouvert pour tous, qui est décédée seule, puis de tristesse, parce que c'est de ça qu'elle est décédée, de tristesse, de dommages collatéraux, de solitude. C'est immonde. Faut qu'on, comme société, qu'on soit capable de tout faire pour protéger nos personnes qui sont plus âgées. Il y a en tout au Québec plus de 40 000 personnes âgées qui habitent dans des CHSLD. Ce ne sont pas des dizaines, mais bien des centaines de milieux de vie qui doivent aujourd'hui composer avec la COVID-19. Plus de 500 au total. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le premier ministre. Alors, la moitié des CHSLD, ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient pas inspectés. Puis comme tu le dis, il y a des CHSLD qui n'ont pas été inspectés depuis 5 ans. La remise à niveau du système sera onéreuse. Et d'ailleurs, au nombre des mesures annoncées aujourd'hui, interdiction aux visiteurs dans les hôpitaux, les CHSLD. La situation qui n'est pas facile pour les aînés qui ne peuvent pas recevoir de visites dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, dans les hôpitaux, même chose pour les résidences pour personnes âgées. La situation est loin de s'améliorer. Le réseau ne peut pas fonctionner avec 9500 personnes absentes. On sait qu'il y en a à peu près 4000 qui sont infectés. Ce n'est pas ce qui se passait dans les CHSLD avant la pandémie qui explique le nombre si élevé de décès chez les aînés, mais plutôt la façon dont la crise a été gérée. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir parler de l'aventure. Puis moi, je parle de mon aventure, mais je sais qu'elle est semblable avec plusieurs autres personnes dont les parents étaient dans les CHSLD.
Ça a commencé comme... Ils ont défendu les visites pendant plusieurs mois. Puis que dans le centre Eau-Claire, CHSLD Eau-Claire, sur la rue Boyer à Montréal, il n'y avait aucun cas de COVID. Moi, j'étais son aidante naturelle à mon père. J'allais plusieurs fois par semaine, puis je payais quelqu'un pour s'occuper de lui. En tout cas, mon père était vraiment bien entouré. Du jour au lendemain, ils ont défendu les visites. Puis, ils me disaient qu'ils les promenaient quand même. Puis après, ils m'ont dit qu'ils les isolaient dans les chambres. Le jour, je pense, c'est le 15 mars, la responsable du centre, Mme Lisée, elle m'appelle, puis elle me dit « Ah, ben moi, je travaille ce week-end, j'ai fait le tour, puis j'ai vu que ton père faisait un peu de fièvre. Je vais faire un test de COVID à ton père. » Mais j'ai dit « Pourquoi? Mon père, après ça, il était bien tout le temps, là. » Là, ils ont commencé à dire « OK, ben ton père est positif. » Maintenant que mon père est considéré COVID, il lui a enlevé son appareil pour la plaie. Ils ont tout enlevé les traitements, puis ils les envoient dans ce centre à la cafétéria avec toutes les autres, puis ils doivent être en isolation 14 jours. J'ai dit « Je vais voir le test. » Il m'a dit « Ah, ben moi, je fais pas ça. » J'ai dit « Vous êtes qui, vous? Vous êtes un nouveau? » Il dit « Ben moi, je connais pas les patients. Ils m'ont envoyé ici. » J'ai appelé la santé publique. Elle me confirme que maintenant, c'est l'OMS qui est en contrôle, puis que moi, je veux avoir le test de mon père. Puis elle me dit « Ah, ben là, c'est des tests très, très précis. » Puis j'ai dit « Moi, je crois pas à ça, madame. Je crois pas que mon père a ça. » Madame Nadon-Grenier de Santé publique me dit « Non, les tests sont safe, tout ça. Puis c'est très important, c'est dangereux, c'est très, très contagieux. » Puis c'était toujours des nouveaux médecins qui disent des nouvelles choses. Un jour, il va bien, il va très bien, là, il va pas bien. Puis ce jour-là, la docteure, elle m'appelle, elle me dit « Ton père, il va pas si bien, tu pourrais venir le voir. » Je m'ennuyais tellement de lui. Là, je m'en vais le voir. Je m'en vais dans sa chambre. Là, je regarde, c'est plus sa photo qui est là, puis c'est une femme qui est couchée dans son lit. J'ai dit « Aïe, qu'est-ce que c'est ça? » De quel droit vous avez enlevé la chambre qu'on payait, qui était sa demeure? Là, il me dit, ton père est dans une autre chambre. Une chambre totalement vide, une chambre de mourant. Je le vois, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah, ben tu peux pas rester plus que 5 minutes. Je dis, écoutez, moi, ça fait 2-3 mois que j'ai pas vu mon père. Vous l'avez changé de place. Qu'est-ce que vous avez fait que c'est bien? Vous n'aviez pas le droit, c'était notre chambre, c'est nous qui payons pour ça. Il n'y avait pas son lit à oxygène, pas de linge, pas de photos. Rien. Il avait vidé sa chambre. Ils ont tout mis ça dans des sacs à poubelle. Il y avait un soluté de quoi? Je ne sais pas. Il ne donnait plus aucun rapport de rien. Le lendemain, quand j'ai vu Mme Élisée, j'ai dit, moi, je reviens voir mon père. Là, je veux voir mon père. Elle m'a dit, tu n'avais pas le droit de rentrer hier. Tu n'avais pas le droit de voir ça. J'ai dit, OK, je retourne chez moi. J'étais tellement triste. À 4 heures ou 5 heures, la médecin m'appelle. Elle me dit, ton père est décédé. J'ai dit, quoi? J'aurais pu le voir aujourd'hui. Mon père, il aurait pu me dire bonjour. Hier, il m'a tellement serré la main. Quand j'ai vu mon père, puis là, ils me disent « Ah, tenez-vous loin, parce que là, il y a des gaz qui sortent de la COVID. » C'est quoi ce qu'ils me disent, des gaz? Des gaz de quoi? Quel gaz? Fait que là, il me dit « Faut que tu t'en ailles, faut que tu t'en ailles. » Ma soeur était avec moi. On a dit « Pourquoi vous avez changé de chambre? Pourquoi vous l'avez mis sur un vieux lit comme ça, dur? Il y avait les cheveux tout sales. » Là, on s'en va. Ça fait que moi, je vais faire une autopsie. Parce que, écoutez, je crois à zéro de ce qu'ils me disent. Il y a des gens qui ont fait des autopsies puis ils ont prouvé que les personnes n'étaient pas mortes de COVID. Là, ils me disent, le salon, vous n'avez pas le droit de faire d'autopsie parce qu'il est mort de COVID. J'ai dit, mon père n'est pas mort de COVID. Moi, j'appelle un avocat, le maître Racicot. Lui, il me dit, envoie-moi le papier qui prouve que tu ne peux pas faire d'autopsie. J'envoie le papier. Il me dit, bien, il n'y a aucun endroit qui peut t'empêcher de faire une autopsie. Je dis, ah, wow, c'est bon. Là, j'appelle le coroner, puis c'est les coroners qui refusent de faire l'autopsie. C'était une directive de la santé publique. Alors, la santé publique, dans mon livre, c'est l'OMS. C'est terrible. Alors, mon père, il est parti comme un chien. Il n'a pas vu sa famille, il n'a pas pu nous dire au revoir, il n'a pas pu être entouré. Moi, je voulais même le ramener à la maison. J'ai dit, écoutez, moi, je ramène mon père, là, c'est fini votre affaire, là. Je vais avoir mon père, aidez-moi avec les lits, tout ça. Moi, je le prends chez moi, c'est fini, je ne vous trosse pas. Ils m'ont dit, t'as pas le droit. Si les personnes âgées sont frappées de plein fouet par la COVID-19, les enfants et adolescents ne sont pas à l'abri. Vous savez que partout à travers le monde, ce sont 1 milliard de personnes qui sont actuellement confinées, isolées, quarantaine préventive, bref, qui sont à la maison.
Quelle incidence ça peut avoir sur les familles, sur les couples aussi? Par exemple, les couples qui sont déjà sur la corde raide avant cette crise-là. En période de confinement, le risque de vivre de la violence conjugale est plus important. Les femmes victimes de violences conjugales sont plus isolées que jamais. Le confinement risque d'entraîner de grandes conséquences. Le taux d'occupation dans les centres d'hébergement est très élevé. Il n'y a plus de place dans les maisons d'hébergement pour femmes. C'est un maudit problème. Je travaille avec les femmes en violence conjugale. Pendant le confinement, il y a des femmes que leur vie a vraiment été mise à risque. Il n'y avait pas d'endroit où aller, il n'y avait pas. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est d'enfermer ces femmes-là avec ces hommes-là. Pendant le confinement, là, même quelqu'un de normal, avec une vie normale, on trouvait ça vraiment difficile. Là. Les comportements, même des couples en santé, il y en a qui se sont brisés pendant le confinement. D'être 24 sur 24 ensemble, c'est pas normal de faire ça. Puis dans le confinement, la femme est prise avec ce conjoint-là 24 sur 24 à se faire insulter, à se faire humilier, à se faire dénigrer, à se faire taper dessus. Les enfants, normalement, ils vont être à l'école. Là, sont témoins 24 sur 24 de cette violence-là. J'ai des femmes qui ont appelé à l'aide, puis à cause du COVID, les policiers ne sont même pas rentrés à l'intérieur de la maison. Ils sont restés à l'extérieur, puis ils demandaient à la femme de sortir de la maison. Comment ils font pour voir les dégâts dans la maison? Normalement, ils doivent rentrer quand on crie à l'aide, puis arrêter le conjoint. Puis les policiers disaient que monsieur ne pouvait pas sortir parce qu'il y aurait à cause du COVID. Il doit rester dans sa maison. Puis, tu sais, ils ne veulent pas les envoyer en prison. C'était toute une histoire qu'on pouvait contaminer. Mais il y a une différence entre contaminer puis risquer la vie. Fait que les policiers quittaient, puis la femme était dans la maison, prise avec le conjoint. Puis du fait qu'elle appelle la police, ça l'empire la situation parce que monsieur est encore plus fâché. Fait que les femmes ont fait quoi pendant le confinement? Ils essayaient de nous crier à l'aide. Puis même nous, en tant qu'intervenants, on pouvait même pas agir. On pouvait pas rien faire à part la consoler puis dire que, tu sais, on cherche des solutions, mais il n'y en avait pas de solution. Même si je disais que j'avais une urgence, les policiers nous empêchaient de se rendre à ces endroits-là. Moi, normalement, on me contacte pour la violence conjugale. J'avais des appels de partout, là. Puis les parents, c'est ça qu'ils disaient. Nos jeunes veulent se suicider, nos jeunes sont à prévenir fous, nos jeunes... Wow! Normalement, quand on retire des enfants à un parent, ils ont le droit à des visites contact. Ça veut dire qu'ils vont dans une salle où ils ont le droit de voir leurs enfants. C'est le seul privilège que ces enfants-là ont. En attendant, on retire les enfants jusqu'à temps que les gens puissent se présenter à la cour. Mais présentement, tout est retardé. Quand c'est le temps de passer à la cour pour aller défendre tes droits, bien, ils disent que ça va être au mois d'octobre à cause du COVID. Normalement, les visites contact, c'est qu'ils ont le droit de se donner des câlins, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de faire des choses. Pendant les visites contact, pour ceux qui en ont eu, mais ils ont toutes coupées. Je vous dis, là, à 95 % les gens n'ont pas réussi à voir leurs enfants. Puis quand que le gouvernement a commencé à déconfiner, et encore jusqu'à ce jour, aujourd'hui, il faut qu'ils soient à 2 mètres de leurs propres enfants. L'enfant a besoin de l'amour de son parent. La seule chance que les enfants peuvent continuer leur chemin quand ils sont placés à la DPJ parce qu'ils reçoivent 0 amour, sont traités comme des numéros. Ils ont besoin du col-col, de dire « je t'aime ». Ils n'ont même pas le droit, les parents sont obligés d'avoir un masque, puis ils sont obligés d'être à 2 mètres de leurs propres enfants, là. Ils les ont mis au monde, puis on les empêche de leur faire une caresse. Ils disaient aux enfants qui n'ont plus de visite, qui ne voient plus leurs parents, qui sont abandonnés dans la cage de la DPJ, pas d'amour, pas d'amis, pas rien, qu'ils pouvaient aider leurs intervenants à laver les planchers, à laver les portes puis les poignées. Ces enfants-là ne sont pas des esclaves, ce sont des êtres humains. Ils ont été traités comme des restants, des vidanges. On n'a en aucun cas le droit de traiter un être humain comme ça. Ces jeunes-là là, sont notre avenir, hein? Si on ne les bâtit pas en tant qu'êtres humains, qu'on ne les bâtit pas en tant que gens solides, là, c'est eux qui vont gérer notre peuple bientôt, là. Puis ça va être des gens souffrants, des gens malheureux, des gens qui vont grandir dans la peur. Notre monde, là, ira vraiment pas bien, là.
Les conséquences psychologiques des différentes mesures sanitaires ayant été imposées au Québec sont indéniables, et certains pourront même en garder de graves séquelles. Mais qu'en est-il des gens qui étaient déjà aux prises avec des problèmes d'ordre psychiatrique avant le début de la crise? Notre prochaine intervenante nous parle de l'histoire de son frère qui était pensionnaire dans une famille d'accueil et dont l'équilibre psychologique a été grandement affecté par les mesures de confinement. Si je dis, c'est surtout pour parler de mon frère parce que c'est quelque chose qui m'a bouleversée énormément pour ce qu'il a vécu. Puis je suis persuadée qu'il n'est pas le seul à avoir vécu ça. Mon frère, il allait quand même assez bien avant, pendant tout le temps des fêtes et tout ça. C'est moi qui s'en occupais beaucoup. Ma mère est en Floride, puis que c'est moi qui vais le chercher. Il est en famille d'accueil, il est suivi pour prendre une médication précise. Que j'allais toujours le chercher, puis il reste dans un village. J'étais contente que ça allait bien pour lui comme ça. Quand ça a tombé flac, l'état d'urgence, qu'on appelle, là, il n'avait plus le droit de sortir. Il était pris dans cette famille-là d'accueil dans un village et plus le droit de sortir du périmètre de la galerie, là. On s'entend, là. Il était pas bien, il s'est mis à vivre du stress, puis à être plus bien, à le dire à sa travailleuse sociale. Mais là, il venait plus. C'était juste les dires de la dame qui était là. Nous, de notre bord, on n'avait comme rien à faire, moi et ma mère. On avait beau appeler le psychiatre ou la travailleuse sociale, il n'y avait rien qui se passait. Il a perdu 10 livres, là. T'sais, on parle du mois de l'état d'urgence mois de mars jusqu'en avril. Il a perdu 10 livres. Puis un soir, il en avait assez. Il s'est sauvé de là. Il a marché de ce village-là jusqu'à la ville de ma mère, qu'ils l'ont retrouvé, qu'il était envoyé à l'hôpital, au 6e étage. Puis le 6e étage était déjà plein en avril. Il y a déjà plein de monde. Il a été médicamenté pas mal là-bas, mais il était pas bien. On pouvait pas aller le voir, on pouvait même pas y aller porter du chocolat. Puis c'était bien difficile d'y parler aussi. C'est comme tout est contrôlé, puis on le sait aussi qu'en même temps, c'est contrôlé, mais c'est écouté. Il m'a dit au téléphone, j'ai parlé du docteur Didier Raoul, puis de ce qu'il a trouvé, puis je comprends pas, puis il me posait des questions, puis j'ai dit, tu sais, Charles, ça se peut, là, qu'il trouve ça bien bizarre, ce que tu dis, là. Puis ça l'a pas aidé parce qu'ils ont recommencé une médication complètement différente. Après, quand il est considéré stable, là, selon le psychiatre, il a été transféré à Drummondville, dans une maison là, un peu plus libre, là, chacun sa chambre. Puis il y avait plus de gens de son âge. Puis là, il était tellement content. Là. Quand j'y ai parlé, il était content de s'en aller là et qu'il était heureux. Puis là, il fallait que ça en vienne avec un masque, avec ma mère dans l'auto. Puis rendu là, ils ont dit, ben là, tu peux pas sortir, il faut que tu restes dans ta chambre 2 semaines, 14 jours. Puis il voyait de sa fenêtre des gens avec qui il pourrait parler, puis il avait hâte de parler à d'autres personnes. Puis là, il n'avait pas le droit, que là, il s'est mis à divaguer dans sa tête, là, que la société l'embarrait, puis qu'elle était injuste, puis qu'elle était ci, puis qu'elle était ça. T'as aucune chance d'avoir ce virus-là. Là. Tu sais, t'as passé 1 mois dans un état complètement stérile où personne ne peut te visiter et on t'amène dans un autre endroit où il n'y en a pas de cas non plus. C'est quoi là, l'idée? Même moi, je le comprenais pas, lui, il le comprenait pas, puis il s'est sauvé de là. Puis là, ça a été un autre péripétie, parce que là, c'est la police. Là. Le psychiatre a mis un état d'arrestation contre lui. Nous, les policiers viennent chez nous, les inspecteurs. Tu sais, ça fait du jasage dans le quartier. Là, il a été arrêté et il est retourné au 6e. Puis présentement, il est tellement médicamenté qu'il n'arrive pas à parler comme il faut. Je pense qu'il faut se poser des grandes questions. Là. Pourquoi les étages de 6e sont pleines, mais pas les étages COVID? Pourquoi? Vous, là, les résistants, là, tout ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre derrière puis l'asseoir sur un sofa. C'est clair, là? Regardez, prenez votre derrière, là, assis sur le sofa. Vous êtes des résistants, vous êtes des héros. C'est le fun, ça? Si on relâche nos efforts,
ça va juste retarder le moment où on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, une approche graduelle en termes de répression et toujours la recherche d'équilibre aussi entre les droits et le bien collectif. Sauf les bonnes paroles de nos dirigeants, le bien collectif n'a malheureusement pas été épargné depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec. Alors que les centres de crise sont aux prises avec un volume d'appels supérieur à la moyenne, certains parlent même d'overdose de stress, d'anxiété et d'incertitude pour l'avenir. Pour certains chez qui l'état de santé, l'équilibre psychologique ou les finances étaient déjà difficiles à vivre, les conséquences secondaires de la crise sanitaire peuvent avoir représenté la goutte qui fait déborder le vase. En fait, c'est un ami très proche de moi et de la famille, très, très proche. Et cette personne-là, elle s'est suicidée tragiquement. On pourrait dire, tu peux pas te tromper sur son suicide. C'est un suicide très violent, si on peut dire. Et par la suite, la famille a vu le papier de l'hôpital et c'était inscrit son nom, bien sûr, et la raison du décès. Et c'était marqué COVID-19. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient « Ah, nous autres ici », mais les gens qui sont dans la peine, dans le deuil, n'ont pas le temps de se battre avec ça. Elle n'a pas la force, elle, d'aller contester le papier. Fait que ça passe, puis ça fait comme « Ah, c'est incroyable. Tu sais, t'as pas le goût de te battre avec ça. Tu files pas. Tu sais, ton père est décédé. C'est tellement difficile quand tu es dans le deuil. C'est pas le moment d'essayer de contester un papier qui est de l'hôpital en plus. À qui tu vas commencer à contester ça? Alors, c'est pour ça que les gens laissent passer ça. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Non, ben non, ça se peut pas. » Quand tu meurs frappé par un auto ou un suicide, c'est facile, là. C'est facile à dire, là. Mort de suicide ou mort d'un accident d'auto, là. C'est un cas, mais il y en a plus qu'un cas, là. Pour la famille, c'était vraiment un choc de voir que c'était inscrit COVID-19 et non suicidé, parce que c'était la réalité. C'était un suicide et non la COVID-19. Le docteur Arruda a senti le besoin de faire le point sur le nombre de décès parce que oui, effectivement, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis il y a des comparatifs qui se font, mais il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Des méthodes de comptabilisation jusqu'aux politiques exceptionnelles de gestion en CHSLD et en famille d'accueil, les différents témoignages que nous avons entendus jusqu'ici mettent en lumière le rôle central qu'ont joué les institutions québécoises dans la mise en application des mesures sanitaires. Mais qu'en est-il de ce qui a été vécu à l'échelle communautaire? Pour notre prochaine intervenante qui travaille comme représentante sur la route, la fermeture des régions a signifié mettre sur pause sa vie professionnelle et être coupé de sa conjointe et de la plupart de ses proches installés sur la Côte-Nord. Sa solitude s'alourdit lorsque les Nord-Côtiers font circuler une pétition pour que les barrages soient maintenus jusqu'à la distribution massive d'un vaccin. Éprouvée par l'incertitude et la distance, Amélie se désole surtout de la tension qui plane entre les gens. Moi puis ma conjointe, on se voyait quand même à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines avant qu'ils mettent les barrages. Bien, on a été séparés pour 3 mois à partir du moment qu'il y a eu les barrages. Moi, à ce moment-là, je comprenais quand même un peu qu'ils barraient pour pas qu'il y ait trop de voyagement puis de contamination parce qu'on pensait que c'était super dangereux, ce virus-là. Je devais faire une formation d'1 semaine puis après passer des tests puis tout. Puis bien, ça a été complètement annulé. Là, présentement, je peux faire mon cours par Internet, mais le test qu'il faut que je passe à la fin, qui va m'autoriser à travailler, lui, il n'a pas été reparti. Je peux pas le passer, ce test-là. Là, normalement, j'aurais dû commencer à travailler en mars. Là, on est au mois de juillet, je peux toujours pas travailler. J'ai un petit peu le stress financier, pas pour l'instant, mais si on regarde un petit peu à long terme, je me demande un peu où est-ce que je vais m'aligner avec ça. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, c'est quand que la population a commencé à réclamer de garder les mesures sanitaires puis de garder les barrages fermés. C'est de constater que les gens sont tellement terrorisés qu'on va aller à réclamer jusqu'à des mesures extrêmes restreignant nos droits et libertés par la peur.
Bien, j'ai eu quelques altercations. La première fois que je suis sortie avec mes enfants pour aller acheter une pizza dans un restaurant, il y avait un monsieur avec un masque, puis j'étais avec mes enfants. On a passé notre commande, puis on s'est retiré à l'extérieur du restaurant pour attendre notre commande. Le monsieur avait déjà passé sa commande. Lui, il attendait à l'intérieur du restaurant, proche du comptoir à commande. À côté, tu as des petites machines à bonbons à 25 cents. J'ai une pièce, fait que je demande à mon gars d'aller faire du change. Mais mon gars, il a rentré dans le restaurant pour aller demander à madame de faire du change. Mon gars, il a 8 ans. C'est un petit gars qui est nerveux puis anxieux de nature. Le monsieur lui a complètement crié après « Sors d'ici! Tasse-toi! » Il s'est mis à vraiment crier après mon garçon que lui, il n'a jamais compris ce qui faisait de mal puis ce qui se passait. J'ai été obligée de dire au monsieur « Hey, hey, hey! » Il dit « Pardon? » Je dis « Tu cries pas après mon enfant. » J'ai dit « Moi, je parle pas comme ça à mes enfants. » J'ai dit « Toi, tu parleras pas comme ça à mes enfants. » Puis là, le monsieur a dit « Vous êtes des irresponsables! Éduquez vos enfants! » J'ai dit « Pardon? » J'ai dit, là, il n'y a rien que tu peux pas te faire livrer ici. Si t'es pas content de ta pizza, tu pouvais te la faire livrer chez vous. Là, un moment donné, il faut que tu arrêtes d'empêcher le monde de vivre. Là. Hein, mon petit gars, après ça, il m'en a parlé pendant 4-5 jours de cette histoire-là parce que lui, ça l'a visiblement marqué. Tout ça, de se faire crier après par un étranger, puis de se faire chasser comme si c'était une brebis galeuse. C'est un bon petit garçon, il méritait pas ça. C'est quelque chose qui me dépasse, puis c'est quelque chose dans lequel j'ai pas envie de vivre. Le peuple n'a jamais été aussi divisé. Les forces de l'ordre en appellent même à la dénonciation des comportements de ceux qui enfreignent les règles. Il faut les dénoncer. Les lignes d'urgence sont engorgées par les appels de dénonciation du public. Certains dénoncent des couples qui se tiennent par la main en prenant une marche, d'autres que leurs voisins semblent avoir une grosse toux, et d'autres encore demandent même la permission d'aller faire leurs courses. S'il faudrait vous mettre une puce électronique dans le schtroumpif pour savoir où c'est que vous êtes, bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'il va falloir faire à un moment donné. C'est assez dur ce qu'on vit. Peux-tu essayer de rester juste un petit brin humain? Pour certains, plus que pour d'autres, rester un petit brin humain semble avoir été difficile depuis le début de l'état de crise sanitaire. En effet, il serait bien difficile de ne pas constater les tensions sur les médias sociaux qui sont devenus des espaces de confrontation entre ceux qui adhèrent aux consignes sanitaires et ceux qui souhaitent les défier. Pourtant, quelque part entre les deux groupes, il y a ceux qui souhaitent simplement soulever des questionnements. Donc, je m'appelle Mélanie Daigneault. Je suis enseignante à Drummondville, enseignante au secondaire. Je suis ici en premier lieu pour vous parler de l'expérience que j'ai eue par rapport au confinement. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai commencé à amener du questionnement. Ce que je voyais, c'était des informations qui n'étaient pas cohérentes, des informations qui étaient incertaines. Nous, en tant qu'enseignants, on s'est fait dire on va fermer pendant 2 semaines. Notre directeur il a dit c'est des vacances. Moi, j'étais comme OK. Les élèves étaient très confus. Il y en a qui ne prenaient pas ça au sérieux. Il y a des enseignants qui ne prenaient pas ça au sérieux. Donc, où se situer là-dedans? Déjà là, on était insécure par rapport à la situation parce qu'on était mal informés. Mais tout le monde était mal informé, donc qui blâmer? Je trouvais ça nébuleux, ce que j'entendais. Puis en tant que pédagogue, ce qu'on me dit, c'est que je dois faire preuve d'un sens critique, mais je dois aussi permettre à mes élèves d'utiliser leur sens critique. En fait, imaginez-vous d'être le parent d'un de mes élèves. Mon élève arrive avec des questionnements par rapport à un sujet et lui, il va amener des chiffres. Tout ça va faire du sens. Mais moi, vu que je n'ai pas la même opinion que lui, je vais vouloir le museler. Je vais le traiter d'éliminer. Je vais dire qu'il fabule. Je vais l'insulter. Mais c'est ce que j'ai reçu, moi, sur les réseaux sociaux. J'ai posé des questions. On m'a traité de conspirationniste. On m'a dit d'arrêter d'en parler. J'ai reçu des messages privés de des collègues qui me disaient que je faisais de la désinformation. Puis en tant que citoyenne, je trouve ça injuste, mais en tant que pédagogue, je trouve ça quand même très curieux parce que je me dis, une de mes compétences professionnelles inclut les débats. La compétence numéro 7, je serais supposée d'amener mes élèves à vouloir faire des débats. Donc, on coupe le dogme. On amène les élèves à vouloir exprimer leur point de vue, faire des recherches, trouver des chiffres, puis après ça, les amener puis les partager dans un respect. Je suis un peu confuse de voir des enseignants
Ne pas respecter leurs compétences professionnelles pour rire des gens qui se posent des questions. Je me suis sentie ridiculisée puis marginalisée à cause que j'avais des opinions divergentes. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Je ne sais pas la pandémie, à quel point elle est dangereuse ou pas. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai le droit de me poser des questions. Et je crois que tout le monde a le droit de se poser des questions. Et si je me pose des questions, personne n'a le droit de me marginaliser. Je crois en l'esprit critique, je crois en le pouvoir du questionnement et on n'est pas dans un dogme. Mes élèves, je les ai jamais censurés parce qu'ils n'avaient pas la même opinion que moi et j'espère que mes collègues et j'espère que mes employeurs ne le feront pas non plus parce que j'ai le droit de me poser des questions comme tout le monde. Parce que s'il faut que je perde mon travail pour être authentique, c'est parce que c'est pas le métier pour moi. Un des éléments les plus étonnants peut-être depuis le début de cette pandémie, c'est toutes ces théories du complot qui fleurissent, qui se répandent. Des informations sans fondement circulent sur la COVID-19 et parfois, ça peut avoir d'importantes répercussions. Il y a toute la folie du monde sur les réseaux sociaux. Il y a tous les délires du monde sur les réseaux sociaux. Bill Gates, les vaccins, le patronat mondial, les puces sous la peau, etc. Là. Il faut se méfier, là, même quand ça ne vient pas de quelqu'un qui est forcément conspirationniste. Bien, la raison pourquoi j'ai ressenti le besoin, puis vraiment, je te dirais, la pulsion de sortir publiquement sur les mesures de confinement puis le COVID-19, là, c'était vraiment l'absurdité des mesures, le ton avec lequel on nous parlait, que je trouvais qui était complètement infantilisant. J'ai fait ma sortie. Personnellement, moi, je pensais pas que c'était fou, ce que je disais. Je pensais que c'était normal. Pour dire la vérité, je pensais que les gens allaient faire « ben oui, en effet, c'est quand même drastique », parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a énormément de gens qui ressentent exactement la même chose que nous. Et c'est pas vrai que les gens sont tous des idiots et des moutons, et etc. Il y en a plein qui savent exactement ce qui est en train de se passer. Au Québec, on a appris à ne pas parler de politique et à ne pas parler de religion. Bien, en d'autres mots, on nous a surtout appris à ne plus réfléchir et à ne plus s'intégrer dans ce qui se passe dans les grands enjeux de la société. J'essaie de comprendre la psychologie des gens qui trouvent que c'est correct, puis que c'est nous les paranoïaques. J'essaie de comprendre. Je comprends pas. Parce que je trouve qu'il y a déshumanisation là-dedans. J'en reviens pas que les entrepreneurs, que les restaurateurs, que les tenanciers de bars ne se révoltent pas plus que ça. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'en reviens pas que les artistes ne pensent pas. C'est quoi un film avec de la distanciation sociale? C'est quoi ça? Le COVID-19 a vraiment mis en lumière comment on se pose pas de questions. On se pose pas de questions du tout. T'as une table là, de journalistes, de sommités, ils sont là. Puis eux, ils sont pas niaiseux, là, ces journalistes-là. Là. Ils savent exactement quelles pensées ils sont censés avoir. Ce sont des petits endoctrinés aussi, là. Richard Martineau, on va être très honnête, c'est pas un grand esprit, là. Il n'a pas d'esprit analytique. Là, il est d'une paresse incroyable. Et malheureusement, les gens qui nous traitent de fous, bien, ce sont des gens qui ne s'informent pas et qui connaissent pas, qui ne sont pas curieux des rouages du gouvernement, d'une société. Puis, il faut comprendre aussi que ce milieu-là, c'est des gens qui ne sont jamais contestés. Ce ne sont pas des journalistes. Coudonc, là, tu sais, ils disent toute la même cassette. Bien, moi, quand j'ai vu les acteurs, ça va bien aller, les beaux arcs-en-ciel, puis des trucs comme ça, pour moi, c'est sérieux, on adhère vraiment à cette bullshit. À un moment donné, il faut que ça cesse. Je n'avais pas le choix de le faire et c'est un ras-le-bol. Je trouve qu'on vit dans une société fausse, une société factice. Et qu'on est en train de perdre notre âme. On n'aime plus comme on devrait aimer. Puis moi, je me bats contre ça. Vous connaissez Lucie Laurier, la comédienne?
Elle a mis un vidéo interminable. Je pense que ça dure plus que 15 minutes. Écoute, moi, ça m'a paru une demi-heure. Une demi-heure. Alors, elle s'est filmée, là, puis elle part dans un délire, là. Elle, le confinement, elle croit pas ça. C'est n'importe quoi, là. Puis là, elle part dans une affaire là, de complot. De complot. Puis s'il y a un vaccin, elle ne prendra pas le vaccin, puis elle veut rien savoir. Des gens comme Lucie Laurier, vous êtes dangereux. Vraiment, là. Vraiment, là. C'est pas le temps d'avoir toutes sortes de théories complotistes, là. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, là. Première source d'information pour bien des Québécois, les grands médias agissent depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire comme promoteurs de ce que l'on pourrait nommer l'information officielle, avec une diffusion quotidienne de points de presse et un afflux ininterrompu de consignes, de projections et de discussions sur le thème de la COVID-19. Avec un budget promotionnel de 45 millions de dollars acquitté en fonds publics pour nous présenter les différentes mesures répressives associées au nouveau normal, certains se questionnent au sujet de possibles conflits d'intérêts entre sociétés d'État, industrie pharmaceutique et chaînes médiatiques qui pourraient affecter l'intégrité de l'information à laquelle nous sommes exposés. Afin d'élargir la réflexion, nos deux prochaines intervenantes, une hypnologue et une spécialiste en programmation neurolinguistique, nous partagent leurs perspectives à propos du narratif médiatique. Informatif ou hypnotique? Selon moi, le discours des journalistes n'est pas un discours informatif, c'est un discours de programmation. C'est de l'hypnose conversationnelle. J'entends toujours la même chose. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. La répétition fait la conviction. Même si tu m'amènes un élément qui semble farfelu au départ ou auquel je n'adhère pas, répète-moi-le sans cesse. Je vais finir par y croire. C'est ce qui est en train de s'installer en ce moment. Ça devient ma vérité, ça devient ma réalité. Ma réalité, c'est qu'il y a un danger, il y a un ennemi qui est là. Je dois me battre contre cet ennemi-là. Les autres années, est-ce que je mettais des masques quand il y avait une grippe? Ce qui s'opère chez l'individu lorsqu'il est confronté à des discours de peur, un discours rempli d'incohérences, hein, une journée, c'est une mesure qui est appliquée, l'autre journée, c'est le contraire. Ce que ça fait, c'est que ma capacité de raisonner, ma capacité, mon sens logique de prendre une décision est biaisée. L'être humain se représente sa réalité de par ses sens. Cognitif, la vue, l'odorat, le visuel, le kiné, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je vois. Donc, c'est sûr qu'à longueur de journée, j'entends un discours, un narratif qui est négatif, rempli de peur, qui me place dans une position de survie, si on veut. Fait que je deviens moins apte, justement, à avoir confiance en moi et en mes décisions. C'est comme si je deviens dépendant de mon parent et j'attends qu'il me dicte ma conduite. On vient tout avec un sens logique. On a une capacité de raisonnement. Par contre, notre capacité de raisonner, de prendre des décisions est basée sur ce sur quoi on met notre attention. Donc, c'est sûr que si à longueur de journée, j'entends un narratif de danger, de peur, ma façon de raisonner, ma façon de prendre des décisions va être biaisée, va être basée sur ça, va être basée sur l'information que je reçois en continu, matin, midi et soir. Des morts, des malades, le virus, c'est l'ennemi et tout ça. Je pense que les gens ne sont pas à blâmer de ressentir de la peur. Les gens ne sont pas à blâmer de vouloir se protéger parce que ce qu'on m'a programmé, c'est que je devais me protéger d'un virus, d'un ennemi et d'un danger potentiel. Tant que la personne aura les yeux rivés sur sa télévision et sur le narratif unilatéral, c'est cette pensée-là qu'elle va adopter. Donc, on a un seul discours, un narratif, et c'est celui-là. Il faut entrer dans ce moule-là. Sinon, si on pense un petit peu hors de la boîte, on est traité de conspirationniste et de complotiste. On sait des complots et tout ça. Pourquoi c'est fait? Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Il y a plusieurs croyances. J'ai les miennes, vous avez les vôtres. Qui dit vrai, on ne le sait pas. Mais il y a un programme qui est en train d'être installé, peu importe. Quel est ce programme? Peu importe. Les premiers signes d'hypnose de masse que j'ai observés avec la crise et la pandémie du COVID-19,
sont vraiment liés à une espèce d'effet de panique, semer une panique à travers les médias. Puis au moment où le cerveau, en fait, perd ses repères, il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe. Puis la personne, en fait, perd son autonomie à choisir pour elle. La propagande est utilisée de façon récurrente et constante. On a de la propagande au magasin quand on va. Moi, je suis allé au Dollarama, j'entends des messages aux 2 minutes, comment placer mes choses à la caisse. On nous infantilise, on infantilise le cerveau des gens. Une propagande aussi qui est d'affichage. Moi, j'appellerais ça de la pollution pour le cerveau. C'est que c'est constant depuis 5 mois maintenant là, et ça n'arrêtera pas et ça continue. Et puis, si le message, en fait, touche les 5 sens, donc ils se servent de ça au travers des messages, c'est-à-dire qu'ils vont aller créer une émotion chez les gens à partir de ce qui peut être vu, qui pourrait leur correspondre, ce qu'ils pourraient entendre, qui pourrait leur correspondre, ou ce qu'ils pourraient avoir vécu, qui pourrait leur correspondre. Puis à partir du moment où la personne est en correspondance avec le message qu'on lui livre, elle s'associe, donc elle n'est plus dissociée. Qu'est-ce qui arrive si un de vos proches meurt? Bien, tout de suite, on ne peut pas être dissocié de ça. On ne veut pas voir personne mourir, même de près ou de loin, t'sais. En semant la peur, les gens, à ce moment-là, dans leur cerveau, tout de suite, ils se mettent en mode recherche de solutions. Puis, qu'est-ce que les gouvernements font? C'est qu'en fait, qu'ils amènent la solution. Donc, la solution, elle ne sera pas présente tout de suite. Il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être mise, consacrée au fait de créer un traumatisme, pour ensuite leur amener sur un plateau d'argent la solution. Le masque fait partie de la propagande parce que c'est un message fort qu'on va rester dans l'épidémie tant qu'on n'aura pas la solution. En bon père de famille ou bonne mère de famille, on reçoit les directives comme si elles étaient saines pour nous. Et puis le lendemain, on dit « Ah ben non, papa, maman dit « Ah non, finalement, mais n'est plus le masque, il va être dangereux pour toi. » Puis ensuite, papa, maman revient et dit « Mais non, mets le masque. » L'enfant, à un moment donné, il va plus s'objecter parce que le parent il est dans une forme de tyrannie, consciente ou inconsciente, puis l'enfant s'abandonne complètement à la directive qui est demandée. Puis c'est ce que je vois chez les gens, à travers surtout le niveau de confiance qui est installé dans les médias pour vraiment dire, OK, ben nous, on a ça en main. Fait que là, d'une journée à l'autre, on va changer notre discours, mais vous allez continuer à nous suivre. Puis à partir de là, ben ils prennent les rênes. Là. Le cerveau se laisse aller complètement. Moi, c'est ça que je vois. Ouais. La personne peut aussi faire une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est j'ai beau avoir un élément d'information tangible, scientifique, si ça vient trop ébranler mes croyances ou ce que je crois connaître, je vais réfuter ces informations-là. Je ne veux pas croire ces informations-là. Ça va venir ébranler, ma zone de confort, mes croyances déjà ancrées, les choix que j'ai faits. Donc, ça peut remettre en question une bonne partie de ma vie. Donc, je ne veux pas. Donc, je fais de la dissonance cognitive. Même si c'est d'une évidence, même si j'ai toutes les informations pour me prouver que si c'est trop confrontant pour mon système de croyance, je n'accepte pas ces informations-là comme étant vraies. C'est un moyen de défense. Je vais défendre mes croyances. Ça peut être d'une façon violente et on le voit aussi sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Tout le monde est sur une adrénaline négative. Puis c'est dangereux pour notre société, c'est dangereux. Les êtres humains s'attaquent, s'envoient promener pour rien, alors qu'on est supposé de se promener, puis de sourire, puis de se dire bonjour. On est tellement désensibilisés, on est tellement plus organiquement attachés les uns aux autres. Les pertes de liens, au niveau familial, au niveau amical, j'en ai vécu. Je suis pas la seule non plus, mon conjoint aussi. Ça crée des conflits. Puis ça crée des conflits, je trouve, un peu inutiles. On n'a pas besoin de ça, puis surtout pas en ce moment. On a besoin d'être plus forts, au contraire, ensemble. Je vous le dis, ça donne rien de persécuter les gens, mépriser les gens. Les gens ont besoin de comprendre. On est là pour ouvrir, élargir les champs de perception des individus en leur posant des questions. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a des opinions différentes de toi, essaie d'y parler en étant super confrontant, puis agressif, puis dans la colère. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Tout! Il y a un mur qui se fait devant la personne, c'est normal.
On a besoin d'avoir un sens critique, puis être ouvert un peu à ce qui se passe, de regarder, tu sais. Pas juste de croire une affaire, mais de se questionner. Et pourquoi que les médias n'invitent pas les gens qui ont des idées autrement? On voit pas ça, c'est pas permis. Moi, je serais très curieuse d'en faire des débats avec ces gens-là éventuellement. Il disait, confinement, tout, on veut aplatir la courbe. OK? C'est fait, là. Puis les mesures deviennent encore de pire en pire et de plus en plus absurdes. Le virus perd l'intensité, mais les mesures sont de plus en plus excessives. Posez-vous la question, pourquoi? Ils sont rendus à nous dire dans nos maisons la façon qu'on devrait faire l'amour. Ça fait zéro sens, là. Ils disent de désinfecter, désolé, il y a eu pénétration, tu veux qu'on désinfecte quoi, Lily? T'sais, au niveau de notre gouvernement, là, ils disent la science. Ouais, ben apportez-nous des documents, apportez-nous quelque chose de concret. Je peux pas promouvoir ça. Je peux pas promouvoir ça dans ce que je fais pour dire que ça a du sens, puis de dire aux gens, ben oui, faites ça, là, ça a de l'allure, là. Depuis le début, tout est nébuleux comme information. Le narratif médiatique ne tient pas la route, mais on n'a pas le droit nécessairement d'en parler, sinon on se fait traiter de conspirationniste, tu sais. Il y a des publicités, il y a des programmes publicitaires payés pour que j'arrive à accepter l'idée. Parce que du jour au lendemain, probablement que mon sens logique aurait dit, ben voyons donc, c'est spécial ce qui se passe. J'accepte pas ça, moi, ces mesures-là. C'est-tu des mesures sanitaires réellement, tu sais? Je comprends peut-être au début, quand il y avait des raisons qu'il y avait peur que les hôpitaux soient achalandés et tout. Mais maintenant, de continuer comme ça... Maintenant, supprimer, j'allais dire tous nos droits, mais on n'est vraiment pas loin de tous nos droits. Ça ne me dérange pas de passer pour la folle pendant quelque temps. Évidemment, on censure pratiquement tout ce que j'essaie de dire. Ça me motive en passant. Et je ne m'écraserai pas, moi, c'est sûr et certain. Le mot totalitarisme exprime l'idée que la dictature ne s'exerce pas seulement dans la sphère politique, mais dans tous les domaines, y compris ceux qui touchent au privé et à l'intime, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. La délation, le confinement, la distanciation sociale, tu sais, ces mots-là, là, distanciation sociale, puis les gens font pas comme... C'est quoi ce langage d'ingénierie sociale totale? C'est la vie de mes enfants qui est en jeu. Puis c'est ma vie aussi, parce que je suis encore jeune, tu sais. Puis j'ai plein d'années en avant de moi. Puis je veux pas vivre dans un monde où ce qu'on est mal géré, puis où ce que le mensonge plane. Je suis certaine qu'il y a des journalistes qui savent, mais qui peuvent pas parler. Il y a anguille sous roche dans cette histoire-là. Il y a vraiment anguille sous roche. Puis là, c'est notre devoir de nous informer, puis de démasquer ces gens-là. J'ai confiance dans le peuple. Merci. Moi, là, j'imagine... On se retient, là. Ouais, on se retient, là. Je me contenterai de dire, j'imagine le docteur Arruda de la santé publique, s'il entend ça ce matin, ouais, tiens, là, doit être un peu découragé. Je comprends, donc. On dirait que pendant que ça va mal, on danse. On shake le booty. C'est comme... On shake le booty. C'est comme... I'm telling you, if people don't do what is supposed to be done, I will be very a bad boy. I can be a bad boy. Very bad boy. L'Organisation mondiale de la santé espère en finir avec la pandémie de COVID-19 dans moins de 2 ans. Les nouvelles ne sont pas bonnes aujourd'hui. Son directeur général a prévenu ce matin que, d'abord, il n'y a toujours pas de solution miracle en vue pour cette maladie. Et surtout, il n'y en aura peut-être jamais. On en a pour des mois à avoir une vie qui ne sera pas normale telle qu'on se l'est conçue avant la pandémie.
La normalité comme elle était avant ne pourra pas revenir tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Et ça pourrait être dans 1 an, 1 an et demi, on ne le sait pas exactement. Il faudra vivre avec le coronavirus pendant longtemps. Je tiens à le dire, c'est pas des power trips de dire qu'on brime les volontés des individus. C'était pour plusieurs un rare endroit de rencontre, comme les différents restaurants et cafés de la région. Changeront-ils leur habitude? Jamais! Pourquoi m'en rester chez nous? C'est d'ailleurs très drôle de voir les jeunes enfants là, qui étaient à 2 mètres les uns des autres.